Angular qui a un nouveau look avec sa version 17 ainsi que GitHub qui lance ses propres polices d'écriture. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 13 novembre 2023. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Comme je vous disais en introduction, on va tout d'abord parler de Angular version 17, car il y a une grosse nouveauté au niveau de cette version-là, c'est bien sûr le rebranding de Angular. Donc voici le nouveau logo d'Angular, que je trouve vraiment beaucoup plus beau. Vous allez pouvoir l'animation entre l'ancien et le nouveau sur ce petit gif-là. C'est vraiment très intéressant d'avoir ce nouveau logo, il est beaucoup plus moderne, il donne vraiment beaucoup plus envie. Et avec ce nouveau logo-là va un nouveau site web. Alors ce nouveau site web-là n'est pas encore officiel, mais il deviendra officiel à partir de la V18, donc je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle arrivera, mais en tout cas la prochaine version majeure d'Angular, ce site web là deviendra le site web officiel, et vous pouvez voir que c'est vraiment un site web qui est beaucoup plus moderne. On est vraiment là pour donner envie d'utiliser Angular, et ça marche. Même moi ça me donne envie d'utiliser Angular alors que je suis sur du Vue.js et que ça me convient très bien. Il y a énormément d'exemples avec des web containers, donc sur tout le site web, que ce soit dans le tutoriel ou dans la doc, il y a énormément d'exemples par rapport à des web containers. Donc on a du vrai code qui est éditable, exécutable directement depuis votre navigateur. Et au niveau de la documentation, c'est également beaucoup mieux qu'avant, parce qu'on a vraiment quelque chose de très fluide, de très bien ordonné. Ça donne vraiment envie d'un peu lire tout ça. On se repère bien. Il y a des bonnes choses, des bons graphiques, etc. pour bien pour bien comprendre en fait tout ce qui se passe. Et je trouve que vraiment le nouveau site web est beaucoup mieux. Il y a quelques tutoriels, il y en a d'autres qui arriveront. Il y a un playground également pour jouer justement avec Angular, mais c'est surtout cette partie documentation qui est très bien faite, je trouve. Et surtout quand on compare en fait à l'ancien site web. Voici l'ancien site web Angular.io, on voit que vraiment là on est quelques années en arrière en fait, tout simplement. Et c'est normal, ce site web il a été créé il y a longtemps, mais quand on compare au nouveau, c'est vrai que là ça donne beaucoup plus envie d'utiliser Angular. Je pense que ce rebranding là va permettre une chose très importante, c'est l'arrivée de nouveaux développeurs, ou le fait que les développeurs plus anciens restent pour de bon sur Angular, car vraiment ça donne, c'est un peu bête à dire, même si le code va pas forcément changer, le fait que le branding change et donne tout de suite quelque chose de beaucoup plus moderne, et bien ça va donner en fait envie à des nouvelles personnes de venir, et à d'anciennes de rester, tout simplement parce qu'on voit que le framework est toujours d'actualité. C'est pas un ancien framework, c'est pas quelque chose qui va perdre en vitesse, même si actuellement en réalité depuis quelques années Angular perd en vitesse par rapport au nombre de développeurs, et surtout par rapport au fait que est-ce que les développeurs sont contents ou non d'utiliser Angular. Et donc ce rebranding, on verra son réel effet d'ici un an et demi, notamment par rapport au sondage State of JavaScript, qui est un sondage qui a lieu tous les ans et qui fait un peu donc l'overview un peu global donc de l'écosystème JavaScript, et à quel point les développeurs sont contents d'utiliser les outils qu'ils utilisent, etc. Et on pouvait voir depuis 3-4 ans qu'Angular était justement en perte de vitesse sur l'utilisation et sur le contentement à cette utilisation-là de ceux qui l'utilisent toujours. Et donc, je pense pas qu'on verra une réelle différence en janvier 2024, parce qu'on est en novembre, donc ça n'aura pas le temps d'avoir effet. Mais peut-être que le State of JavaScript de janvier 2025, là on verra peut-être un rebond d'utilisation d'Angular grâce à ce genre de choses, grâce à ce genre de modernisation. Alors c'est pas uniquement de la modernisation sur le site web, parce qu'il y a même des nouvelles fonctionnalités qui sont très intéressantes, parce qu'au-delà du branding, il y a quelques mois il y avait les signaux qui étaient arrivés sous Angular, et qui étaient également un signe de modernisation en fait du framework. Et donc là on peut voir que maintenant, avec ce rebranding là, et avec en plus d'autres fonctionnalités dont on va parler juste maintenant, et bien vraiment Angular fait en sorte de dire que je suis pas vieillot, j'ai toujours ma place ici, et regardez ce que je suis capable de faire, quoi. Et ça c'est vraiment trop bien, je trouve, sachant que tous les nouveaux projets avec Angular maintenant ils sont sous ESBuild et Vite, donc c'est vraiment trop bien parce que ça permet une meilleure développeur expérience. Et même ces deux nouvelles fonctionnalités là dont je vais vous parler permettent également une meilleure développeur expérience. Le premier, c'est le built-in control flow. Alors en fait, avant, pour gérer un peu tous les if, les switch et les for au sein même donc du code un peu plus HTML, component, etc. Et bien justement on utilisait donc ces ngIf, ngSwitch, ngFor. Donc par exemple ici on avait un ngIf
pour avoir ce texte-là et sinon on avait un autre texte, et ben en fait maintenant on a carrément un @if qui va se mettre en place depuis le code, donc on n'est pas obligé de mettre ça dans une div ou quoi que ce soit, et ensuite on affiche simplement le texte que l'on veut en fait. Et pareil pour du switch, avant on avait un ng-switch comme ça avec un ng-switch case, etc. et on mettait le component qu'on voulait, et bien maintenant c'est un @switch où on fait un case et là on affiche ou non en fait le component à l'intérieur. Pareil pour les loops, ça va être à peu près de la même manière, où on a même un @empty qui est possible. Donc ça c'est effectivement mieux au niveau de la developer experience. Une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est les deferral views. En fait, ce sont des components qui vont s'afficher que quand c'est nécessaire. Par exemple, la liste ici va s'afficher uniquement quand l'utilisateur entre dans la viewport de la liste. Enfin, uniquement quand la viewport de l'utilisateur eh bien, permet de voir la liste en fait. Donc si on scroll et que là la liste apparaît, là la liste va load en fait. Donc c'est avec ce petit @defer qu'on peut faire ça. Et par exemple, le @defer on viewport. Donc pour ce que je vous disais juste là. Et donc on va avoir un @placeholder qui va faire en sorte que tant qu'on n'est pas dans la viewport, alors c'est cet élément-là qui s'affiche. Mais on a d'autres choses comme par exemple @loading ou @error pour vraiment faire en sorte de bien gérer ce deferral state en fait. Et ça, c'est vraiment également une super fonctionnalité de plus en plus utilisée sur pas mal de frameworks. Donc là, on a tous les différents on idle, on immediate, on viewport, on interaction, pas mal de choses. Donc c'est bien également d'avoir ces deux nouvelles fonctionnalités-là. Il y a d'autres choses, mais bien sûr, je vous laisse le lien pour aller voir toutes ces fonctionnalités, toutes ces nouvelles choses. Mais en tout cas, Angular version 17, c'est vraiment, je trouve, une excellente nouvelle majeure, que ce soit au niveau du branding ou au niveau des fonctionnalités. Je pense que la plupart des développeurs Angular sont très contents d'avoir cette version 17 qui est sortie et surtout ce nouveau site web qui est bien mieux que l'ancien. Autre chose maintenant cette semaine, c'est Monaspace. Alors Monaspace, c'est une famille de polices d'écriture pour le code créée par GitHub. GitHub avait déjà créé leur thème, notamment sur VS Code, etc. Mais là, cette fois-ci, ils vont encore plus loin en créant une police, donc plutôt une famille de polices. Alors pourquoi une famille de polices? Parce qu'effectivement, il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir Néon, celle-ci, il va y avoir Argon, il va y avoir Xeon, il va y avoir Radon, que je n'aime pas du tout, qui me fait penser à du comics en MS, et il va y avoir Krypton, qui fait un peu alien, AI, extraterrestre, etc. Et donc c'est super bien toutes ces nouvelles polices. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, l'intérêt de ce qu'ils disent, et je trouve ça vraiment super intéressant, c'est en fait d'avoir différentes polices pour les différents types d'écriture en fait qu'il va y avoir dans votre code. Par exemple ici, un commentaire justement qui est en fait une documentation, donc docstring par rapport à du code, et bien effectivement c'est quelque chose qui doit avoir l'air autoritaire parce que ce sont des faits, c'est de la documentation. Et donc avoir une police qui est justement autoritaire fait du sens. Alors qu'un commentaire beaucoup plus simple, plutôt un commentaire humain, et bien là quelque chose d'un peu plus écriture à la main, comme celle que je n'aime pas justement, Radon je crois, et bien là justement ça donne quelque chose de bien. Donc effectivement, Radon, je la trouve très bien pour du commentaire comme ça, mais je la trouve vraiment moche pour du code. Et donc avoir ce petit switch en fait où on peut avoir différentes polices selon les cas, je trouve ça très intéressant. Et par exemple pour Copilot qui aurait en fait cette police Krypton là qui fait un peu plus AI / extraterrestre, et bien effectivement ça a du sens en fait d'avoir cette police là pour ce que va supposer justement, ce que va proposer Copilot. Voilà tout. Après ils décrivent vraiment pas mal de choses au niveau de la fonte en elle-même. J'ai essayé de mettre la fonte moi sur VS Code, mais c'est vrai que j'ai du mal à me détacher de Firacode qui est une autre police que j'aime beaucoup. Mais il faut savoir que tout comme Firacode, toutes ces polices là, eh bien elles ont de la ligatures, hein. C'est-à-dire que, tac, vous voyez ici, c'est un égal avec un crochet, mais si on active les ligatures, alors c'est un seul caractère en fait qui est transformé. Enfin, c'est deux caractères, mais ça ressemble à un seul. Les ligatures, c'est vraiment super quand on fait du code, hein, donc je vous conseille d'avoir au moins une fonte d'écriture avec des ligatures. Ça rend la lecture un peu plus agréable. Ensuite, au niveau de VS Code, on a une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas encore en place dans la version actuelle de VS Code, mais qui sera en place donc dans la prochaine version, ou alors qui est en place dans la version Insiders, c'est un peu la version bêta de VS Code. Et en fait, c'est le fait d'avoir des éditeurs flottants. Donc en fait ici on va regarder, on va exécuter une certaine commande et en fait ça va rendre un de nos éditeurs flottant. Donc c'est une page en plus, vous voyez, c'est une autre fenêtre tout simplement. Donc si jamais vous avez plusieurs écrans, ça peut être intéressant justement d'avoir une fenêtre avec une page ou deux pages de code et bien sûr un de vos écrans. Ensuite vous êtes sur le principal et vous pouvez toujours coder ou changer des choses. Alors c'est un use case assez spécifique, mais ça peut être utile justement d'avoir, je pense, un éditeur flottant dans certains cas. C'est comme un peu la console en fait de Google Chrome, quoi que ce soit. Quand on fait inspecter l'élément ici, on peut avoir la console en flottant et je trouve ça intéressant dans certains cas, donc pourquoi pas également sur VS Code.
Dernière chose, c'est la librairie de la semaine, iMask. Alors iMask JS, c'est une librairie qui est Vanilla JS, donc elle est supportée partout, mais vous avez même des petits plugins selon votre framework. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'avec un simple input texte, eh bien, vous allez pouvoir appliquer le masque que vous voulez à travers une regex ou à travers une fonction ou quoi que ce soit en fait. Par exemple, ici, j'ai un pattern à respecter, c'est plus 7 puis après des numéros, que je mets plus 7, quoi que ce soit, et après je mets des numéros, et ça va automatiquement, vous voyez, mettre les petits tirets, les petites parenthèses, etc. Même pareil ici pour ce numéro-là, pareil pour un nombre entre moins 10 000 et 1000, pareil pour des dates, par exemple, tac, tac, tac. 1200, je peux pas 1200. Ah oui, c'est minimum 1990, tac. Donc voilà, et c'est pas mal de choses qui sont assez intéressantes, et c'est surtout super simple en fait, parce que vous allez installer iMask, tac. Ensuite, vous l'importez donc depuis iMask, et ce que vous avez juste à faire, c'est sélectionner votre élément. Ça doit être un input de type texte, parce que même si c'est que du nombre ou quoi, c'est lui qui va gérer le fait qu'il y ait que des nombres, donc il faut que ce soit un type texte. Et derrière, vous avez votre petite option en fait ici qui est un masque avec par exemple cette regex là, et derrière, eh bien, enfin c'est pas une regex, vous êtes derrière, vous allez avoir directement eh bien l'exécution de iMask via l'élément, les options, et c'est fini. Ça y est, votre masque est mis en place. Donc je trouve que c'est super intéressant d'avoir ça. Et surtout, une fois que vous avez votre masque, vous voyez, de mise en place ici, eh bien, vous pouvez récupérer la point value, qui est donc ce qui est affiché au niveau de l'input, mais vous pouvez également récupérer la unmask value, qui va enlever donc justement tous les caractères comme les plus, les parenthèses, les tirets, quoi que ce soit. Et vous avez également, si jamais vous avez mis un certain type à votre masque, par exemple le type number, eh bien, vous pourrez récupérer la point type value, un peu comme en JS natif, hein, il y a ça aussi, où vous allez pouvoir eh bien, avoir le 100 également, comme ça, sans string en fait tout simplement. Donc voilà au niveau de la librairie iMask que je trouve très sympathique et très simple en fait d'utilisation à l'instant où on veut un input un peu plus compliqué mais qu'on n'a pas envie non plus d'installer une grosse librairie. iMask c'est vraiment je pense la librairie à aller pour ce genre de use case. Voilà tout concernant cette semaine. Écoutez, je vais vous mettre bien sûr le lien de tout ça juste en dessous en description. Quant à nous, on se retrouve pas lundi prochain pour une fois car je ne serai pas là, mais donc dans 2 semaines, on se retrouvera. Je vous souhaite un très très bon codage, une très bonne semaine et à la prochaine sur DevTheory.